Je veux dire en temps réel. Nous voyons le mythe du rêve européen se démanteler parce qu'il y a toujours cette croyance en Géorgie et en Arménie que vous savez, l'Europe est comme une panacée, n'est-ce pas? Mais il y a une sorte de déconnexion entre ce mythe et la réalité. Et je ne parle pas seulement de maintenant, récemment, quand nous regardons, vous savez, Frau von der Leyen, et nous regardons, vous savez, Borrell et Michel, et tous nos eurocrates préférés, faire leurs remarques et leurs déclarations, et crier et hurler, et tout ça. Je veux dire, cela reflète une crise. Mais même avant, quand nous revenons à 2009, revenons à 2010, regardons la crise de la zone euro. Les Arméniens et les Géorgiens ont une longue histoire avec le monde méditerranéen. La Grèce avec l'Italie, n'est-ce pas? Donc quand nous voyons la Grèce et l'Italie souffrir, n'est-ce pas, à cause de ces politiques eurocratiques? Alors peut-être que cela devrait vous faire réfléchir. Bonjour à tous, c'est Pascal des études de neutralité et aujourd'hui je parle avec Pietro Chakarian et Lasha Kasradze. Mes deux collègues viennent de la région du Caucase du Sud, Pietro d'Arménie et Lasha de Géorgie. Ils vivent tous les deux à l'étranger. Pietro est historien à la Haute École d'économie de Saint-Pétersbourg en Russie et Lasha est analyste en relations internationales travaillant aux États-Unis en tant qu'officier de liaison pour l'Université d'État de Sukhumi, en Géorgie. Nous voulons discuter de la situation géostratégique du Caucase et de la nouvelle multipolarité que même les États-Unis semblent désormais adopter. Pietro, Lasha, bienvenue à nouveau. Pietro, Lasha, welcome back. Merci Pascal. C'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup, Pascal Lotaz. Je suis heureux de vous avoir tous les deux sur le même podcast, car vous avez des perspectives uniques sur votre région. Et vous savez, le Caucase du Sud a connu de nombreux développements ces dernières années. Il y a eu cette guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et toute la situation de nettoyage ethnique au Haut-Karabakh. Ensuite, nous avons vu une pression extrême sur la Géorgie de la part de l'UE et des États-Unis pour un changement de régime et des modifications des lois nationales, etc. Peut-être Pietro d'abord, puis Lasha. Pensez-vous que la période la plus intense pour le Caucase du Sud est maintenant terminée? Ou vous attendez-vous à plus de volatilité, disons, en 2025-2026? More volatility in, like, let's say, 2025-2026? Je pense qu'il y a un certain relâchement de la pression. Parce que, surtout quand on regarde l'administration américaine précédente, l'administration de Joe Biden, il y avait des efforts intenses pour vraiment utiliser cette région contre la Russie, afin d'ouvrir un deuxième front de la guerre en Ukraine dans cette région. Et il y avait différentes manières par lesquelles ils essayaient d'y parvenir. L'une d'elles serait certainement à travers le Haut-Karabakh ou l'Arménie-Azerbaïdjan. Maintenant, il y a cette question avec le Zangezur, le Syunik, la province de Syunik en Arménie, que l'Azerbaïdjan veut revendiquer. Mais aussi même pour essayer d'utiliser la Géorgie comme une arme contre la Russie pour activer un nouveau conflit avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Et oui, je pense qu'au moins la pression est retombée dans cette région, ce qui est une très bonne nouvelle. Je ne peux pas dire cependant. Je veux dire, malheureusement, dans le cas de l'Arménie, il y a encore ce premier ministre, Nikol Pachinian, qui est vraiment, vous savez, terrible pour l'Arménie. Je veux dire, il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Je veux dire, nous en parlerons plus, j'en suis sûr, dans cette conversation et de son orientation géopolitique et de sa vision du monde. Mais il est, je pense, une force très déstabilisatrice pour le Caucase. Et il a mis en danger la sécurité arménienne, vraiment aussi la sécurité russe, la sécurité iranienne. Il a en fait renforcé la main de la Turquie. Nous avons parlé de la Turquie la dernière fois dans ce podcast. Donc, oui, non, ce serait mon avis. Je laisse plus la Géorgie à Lasha pour expliquer cela.
Merci Pietro, c'est super. Vas-y Pascal. Alors qu'en penses-tu, Lasha? Partages-tu cette évaluation? Oui, oui. Je pense que je suis d'accord avec ça. Avec Pachinian, oui. Je ne comprends pas l'aventurisme avec la France et l'Occident. Et vous savez, c'est plus de la même chose. Je veux demander. Mais laissez-moi revenir au point général que Pietro a soulevé. Je pense qu'avec le changement dans le système international, je pense que vous seriez tous les deux d'accord avec moi. Vous savez, avec ce retour à la multipolarité, je pense que cela a en quelque sorte relâché la pression régionale dans le Caucase du Sud. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que le monde unipolaire, vous savez, une sorte de voie à sens unique, une approche absolutiste du Caucase du Sud, est en termes relatifs au moins terminée. Et la Géorgie est soulagée, vous savez, de ne pas se sentir sous pression, comme l'a dit Pietro, car il n'y avait pas que des allégations. Mais je pense qu'à ce stade, nous savons tous qu'il y avait une énorme pression sur la Géorgie pour ouvrir le deuxième front, en gros. Avec différentes méthodes, j'entends dire que l'ambassade des États-Unis parlait de la Géorgie utilisant ou fournissant d'anciens arsenaux soviétiques à l'Ukraine. Reste de la guerre de 2008, quelque chose dans ce genre. Donc vous pouvez imaginer si tout cela est quelque chose que les États-Unis et le collectif poussaient, ce que la Géorgie traversait. Et donc, oui, vous savez, pour répondre au point de Pietro, la pression de l'Occident collectif s'est atténuée. Mais vous savez quoi? Plus que cela, je pense que le mythe a également été brisé. Les récits ont été éclatés et vraiment, dans une large mesure, je pense que la vérité est sortie sur ce que tout ce projet avait été. Je remonterai avant 2008, l'invasion de la Géorgie par la Russie, et tout ce récit de propagande et d'expansion de l'OTAN au milieu du Caucase du Sud. Donc je pense que nous arrivons à la fin de cela. Est-ce la fin de cela? Ou je le formulerais comme la fin de l'histoire? Ce que nous voyons, c'est vraiment la fin de la domination de ce genre d'idéologie à la Fukuyama, de cette vision déterministe de l'histoire. Et je pense que lorsque nous regardons spécifiquement la région du Caucase du Sud et que nous regardons l'Arménie et la Géorgie, en temps réel, nous voyons le mythe du rêve européen se démanteler. Il y a toujours eu cette croyance en Géorgie et en Arménie que l'Europe est comme une panacée, n'est-ce pas? Mais il y a un décalage entre ce mythe et la réalité. Parce que si les Arméniens et les Géorgiens suivaient réellement les nouvelles en provenance d'Europe, et je ne parle pas seulement de maintenant, récemment, lorsque nous regardons Frau von der Leyen, Borrell et Michel, et tous nos eurocrates préférés, faire leurs remarques et leurs déclarations en criant et en hurlant et tout ça, cela reflète une crise. Mais même avant, quand nous revenons à 2009, revenons à 2010, regardons la crise de la zone euro. But even before, when we go back to 2009, go back to 2010, look at the Eurozone crisis, right? When you're looking at such profound crises, now, Lorsque vous regardez des crises aussi profondes, maintenant, l'Arménie et la Géorgie sont des pays anciens. Ce sont de vieux pays. Les Arméniens et les Géorgiens ont une longue histoire avec le monde méditerranéen, avec la Grèce, avec l'Italie. Donc quand vous voyez la Grèce et l'Italie souffrir à cause de ces types de politiques eurocratiques, cela devrait peut-être vous inciter à réfléchir. Mais maintenant, nous voyons ce mythe se démanteler en temps réel. Et j'espère, je veux dire que le peuple, je peux dire d'Arménie, le voit. Mais je ne sais pas pour Pachinian. Et c'est une toute autre affaire, pour utiliser l'expression anglaise. Mais le fait est que, comme cette crise et la façon dont la Grèce a été traitée par son propre club de pays, n'est-ce pas? Comment elle a été martelée et pressée jusqu'à la mort, une fuite des cerveaux de millions de personnes quittant un navire en train de couler. Cela en soi n'était pas suffisant pour convaincre beaucoup, n'est-ce pas? Toute cette manie de l'occidentalisation,
de l'occidentalisation, de l'européanisation, a continué. Et il semble vraiment que seule la deuxième administration Trump y mette fin pour de bon. Je veux dire, cela s'estompe peut-être avec le temps. Mais est-ce que cela... Parce que d'une certaine manière, il y a ce danger, n'est-ce pas, que nous surinterprétions ce que Donald Trump fait ou inaugure. Mais d'un autre côté, il y a tellement de changements structurels qui se produisent et qui sont probablement irréversibles. Pouvez-vous peut-être en parler? Peut-être Pietro d'abord et Lasha. Eh bien, je pense que nous voyons déjà des tendances, même avant l'arrivée de Trump. Donc je veux dire, si vous suiviez de près l'actualité, vous aviez déjà vu des éditoriaux de Bloomberg, ou peut-être même du Wall Street Journal ou du New York Times, où ils parlaient déjà de la nécessité pour les États-Unis de se retirer de l'Europe, n'est-ce pas? Il y avait déjà aussi une sorte de réaction contre l'excès de politiquement correct qui avait été une signature de l'administration Joe Biden en particulier. Et donc vous pouviez voir qu'au sein de l'establishment, au sein de l'État profond, pour ainsi dire, quand nous utilisons ces termes, il y avait déjà des tendances à, vous savez, avoir une sorte de, je suppose que vous pourriez dire, un retrait. Et Trump, à bien des égards, est l'instrument pour le réaliser. Je veux dire, c'est la personne idéale pour le réaliser en tant que perturbateur, comme on l'appelle souvent dans les médias. Donc je pense qu'il y a eu une sorte de précurseur à cela. Mais oui, je veux dire ce que nous voyons maintenant, c'est que les États-Unis ne peuvent en supporter que tant. Vous savez, tant d'argent a été gaspillé dans tous ces projets pour influencer les sociétés, comme nous le voyons avec l'USAID, avec le changement de régime, avec ces guerres catastrophiques et atroces de l'Irak, à la Libye, à la Syrie, à l'Ukraine, qu'à un moment donné, cela allait mener à un point de basculement où les États-Unis devraient finalement rentrer chez eux ou avoir leur moment de retour. Peut-être pas complètement, mais nous voyons tout de même un mouvement dans cette direction. Oui, absolument. Donc, je me souviens, juste pour élargir un peu ça d'un point de vue personnel, quand le Kosovo est arrivé et le bombardement serbe et tout, c'était une sorte de, juste pour utiliser l'expression de Pascal ici, psychose, une psychose collective. Les gens pensaient, oui, c'est un peu mal, mais pas vraiment. Donc c'était ça, si c'est l'Amérique qui le fait, comment ça peut-il être mal? Vous savez, nous sommes, vous savez, en train d'éliminer un tas de méchants et de dictateurs quelque part là-bas. Je me souviens de ces moments et de cette sorte d'humeur sociale, si vous voulez. Et pourtant, il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais dans tout cela. Et c'est quelque chose qui a fini par éclater et émerger. Et vous savez, en gros, le président d'aujourd'hui, Trump, l'a en fait appelé. Mais quoi qu'il en soit, oui, juste pour revenir à la région, vous savez, en ce moment, ce que fait la Géorgie, c'est essentiellement ce qu'elle a toujours fait. Revenir à une sorte de géopolitique de toute cette affaire, des principes géopolitiques, comment survivre en tant que petit État. Et je pense que sur le front de la politique étrangère, le rêve géorgien a fait un excellent travail en termes d'équilibre. Et j'ai toujours posé cette question. Il y a encore dans la littérature aujourd'hui, vous voyez, eh bien, les États-Unis ont encore une chance et ils doivent sauver le Caucase du Sud, où ils doivent y retourner et doivent... Et pourtant, il n'y a pas de réponse. La réponse est ce que nous voyons. Ma question est, quel est le rôle des États-Unis maintenant dans le Caucase du Sud? Et si la Géorgie trouvait un terrain d'entente avec Moscou et commençait, c'est peu probable, je sais, c'est un énorme bémol, mais s'il commençait à parler de la restauration de la souveraineté, et toute cette idée du Caucase du Sud qui se regroupe en tant qu'espace géopolitique commun, appelez cela indépendance stratégique, appelez cela comme vous voulez, avec des phrases sophistiquées. Mais au bout du compte, nous savons que l'Occident a échoué. La Géorgie n'a pas été industrialisée.
L'Arménie n'est pas exactement un pays industrialisé. L'Azerbaïdjan a ses actifs pétroliers, énergétiques, gaziers et de transport que l'Est et l'Ouest convoitent. Très bien, mais au bout du compte, le Caucase reste en quelque sorte ce qu'il a toujours été. Un pont entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Et à partir de ces principes de base, vous devez en quelque sorte reconfigurer votre propre politique étrangère. Et puis la question fondamentale devient, qu'en est-il de l'Occident? D'accord. Donnons juste 5% de chance à la Géorgie de rejoindre l'Union européenne, parce que l'OTAN est hors de question. Ça l'a toujours été. Disons simplement que Poutine accepte que la Géorgie rejoigne l'Union européenne, parce que ce n'est pas une question de sécurité, n'est-ce pas, en soi. Comment cela va-t-il? Alors la Géorgie va-t-elle être une sorte d'île de quoi? D'Occident industrialisé au milieu du Caucase du Sud, étant donné la bureaucratie chaotique, la bureaucratie égoïste de l'Union européenne, comme ce qu'ils ont fait avec la Grèce? Vont-ils permettre à la Géorgie de produire et de développer ses propres industries? Peut-être que Pascal pourrait intervenir à ce sujet. Je suis vraiment curieux de savoir comment fonctionne l'économie collective européenne en termes d'aide à un nouveau membre pour devenir riche, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Et il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse. Pour moi, la plus importante, évidemment, est la question de la sécurité. Et la seule façon de garantir la sécurité de la Géorgie est que la Géorgie fasse essentiellement ce qu'elle fait actuellement, à la fois au niveau régional et dans ses relations avec ses partenaires occidentaux collectifs. Non seulement en termes de sécurité, mais aussi de souveraineté. Je veux dire, c'est une question de souveraineté, parce que lorsque vous cherchez un équilibre, vous poursuivez vos propres intérêts. Je dois dire que je pense vraiment que Bidzina Ivanishvili est absolument brillant. Je veux dire, il est probablement le leader politique le plus intelligent et le plus pragmatique du Caucase aujourd'hui. Oh, il a certainement très bien compris cet aspect de la politique étrangère. Absolument, absolument. À l'origine, en fait, quand il est arrivé au pouvoir, c'était en 2012, 2013. Il a même cité Serge Sargsyan à l'époque, parce que l'Arménie était à l'origine beaucoup plus équilibrée, vous savez, avant l'arrivée de Pachinian. Et Ivanishvili a dit, vous savez, nous devrions en quelque sorte suivre une voie arménienne, vous savez, où nous devrions mettre nos intérêts géorgiens en premier, n'est-ce pas? Et quand nous pensons à cela, quand nous pensons au moment multipolaire actuel, nouveau, je suppose que vous pourriez dire ou renouveler, cela fonctionne très bien pour l'Arménie et la Géorgie, si l'Arménie et la Géorgie poursuivent purement leurs intérêts nationaux, c'est-à-dire des intérêts pro-géorgiens, des intérêts pro-arméniens. Parce que dans un monde multipolaire, basé sur les fondamentaux du droit international et basé sur la Charte des Nations Unies, pas un droit international qui ressemble à la loi de la jungle, c'est quelque chose qui fonctionne pour ces pays. Et donc je veux dire, surtout quand nous parlons de la Géorgie, nous parlons des problèmes avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui sont très douloureux. Ces questions de restauration de la souveraineté. La meilleure façon de résoudre ces problèmes, et c'est ce que Bidzina a souligné, est par le dialogue avec les Abkhazes, avec les Ossètes. Et comme je le dis toujours, en fait pour les Géorgiens, je veux dire, c'est quelque chose que je pense pouvoir être fait. Parce que quand vous regardez, comme l'Abkhazie, donc quand vous regardez le premier État géorgien uni, c'était en 1008, n'est-ce pas, sous Bagrat III d'Abkhazie. C'était la première fois que la Géorgie s'est unie. Et vous voyez le rôle de l'Abkhazie dans cela. Le mari de la reine Tamar était Alan. Il était ossète. Il n'est pas impossible pour les Abkhazes et les Géorgiens, les Ossètes et les Géorgiens de se rassembler. Mais cela doit se faire par le dialogue, par la paix.
C'est la seule voie. C'est pourquoi lorsque nous regardons la question du Karabakh et la façon dont Aliyev pense pouvoir résoudre les problèmes par la guerre, par des moyens militaires, ce n'est jamais une bonne solution, surtout pour notre région. La seule voie est le dialogue et la négociation. C'est la seule façon dont cela peut se réaliser. Lasha, veux-tu répondre? Peux-tu me poser une autre question? Bien sûr. Juste pour terminer ce point, avec le pouvoir dur, nous n'avons rien accompli. La Géorgie le sait, la Géorgie a des erreurs au début des années 90. Le pouvoir dur n'accomplit rien. Dans notre cas, le pouvoir dur est extrêmement important, bien sûr, surtout dans cette école de pensée réaliste, de realpolitik. Mais quand vous êtes dans un petit État divisé et pauvre, vous devez appliquer des principes géopolitiques historiques de base et une diplomatie régionale. C'est la seule option. Nous voyons cela se dérouler. Nous voyons la pression se relâcher, non par choix, mais parce qu'il n'y a pas d'autre option que de relâcher relativement la pression de l'Occident collectif sur le Caucase du Sud en raison du retour du système multipolaire. Mais pas seulement parce que les États-Unis s'engagent dans l'aventurisme, géopolitiquement parlant. Ils n'ont pas d'intérêts vitaux de sécurité nationale dans la région. Donc cela joue aussi un rôle. C'est très étrange quand je dis cela dans ce pays. Que voulez-vous dire, l'Ukraine n'est pas dans nos intérêts de sécurité nationale. Et quand je dis non, les gens se frustrent. D'accord, vous savez. Mais je pense que ce qui se passe, c'est que les contours de ce qu'ils ont toujours été reviennent et deviennent visibles dans la région. Et je pense que la Géorgie a trouvé cet équilibre. Et je me demande ce que pense Pachinian. Je sais que Pachinian a également dit que, vous savez, son aventurisme, donc son espoir que, vous savez, l'UE ou la France avec le leadership français vont sauver, vous savez, sauver l'Arménie, vous savez, probablement ne se réalisera pas. Je pense qu'il l'a dit. Oui, il l'a fait, malheureusement. Il y a fait allusion, n'est-ce pas? Mais tu sais, Pascal, si tu permets, j'aimerais demander à Pietro, que penses-tu qui s'est passé à cause de la guerre du Karabakh et de l'abandon de la Russie? Et puis-je, juste une seconde, pour nos téléspectateurs, encadrer cela. Toute la question concernant Pachinian, le Premier ministre de l'Arménie, est qu'il a essentiellement abandonné le Haut-Karabakh, qui était, pendant 20 ans sécurisé par l'armée arménienne, mais a perdu la guerre. Et il l'a essentiellement abandonné aussi dans son discours, au point où Vladimir Poutine a dit « Que devrais-je faire ?» Il l'a déjà cédé. Donc l'Azerbaïdjan a créé un état de fait, de facto, et plus de 100 000 personnes ont quitté le Haut-Karabakh. Plus de 120 000 personnes sont parties. Et tu dois réfléchir, Pascal, à l'ampleur de cette situation, car ces Arméniens étaient là depuis, tu sais, presque depuis le début des temps. Je veux dire, ils avaient leur propre dialecte distinctif, qui même par rapport à l'arménien oriental standard, était un peu difficile à comprendre, ce qu'ils appellent le dialecte d'Artsakh ou le dialecte arménien du Karabakh. Mais pense aussi, non seulement le patrimoine unique arménien du Karabakh est menacé, parce que maintenant ces gens vivent en exil, mais pense aussi à tous ces monuments culturels du Moyen-Âge, en fait depuis les profondeurs de l'histoire. Je veux dire, nous parlons même de remonter au IVe siècle. C'est la première église où Mesrop Mashtot, l'inventeur de l'alphabet arménien, a enseigné son écriture sacrée, en fait, à Amaras. Cela se trouve au Haut-Karabakh. Et maintenant, ce patrimoine est gravement menacé. Mais cela illustre le fait que Pachinian, dans son désespoir de se tourner vers l'Ouest, a trahi le peuple du Haut-Karabakh. Et actuellement, il trahit le peuple d'Arménie, en fait. Pouvez-vous expliquer la motivation que vous voyez derrière cela?
Alors pourquoi un dirigeant national renoncerait-il réellement à cela? Parce que vous savez, les États-nations ont un très mauvais bilan en matière de renonciation à des revendications territoriales. Et il y a renoncé, vous savez. Parce que je pense, Pascal, qu'il travaille pour quelqu'un d'autre. Je ne peux donner aucune autre explication. Je pense qu'il est sous l'influence de certaines forces qui veulent qu'Arménie s'affaiblisse essentiellement pour affaiblir la Russie et pour vraiment affaiblir l'Iran et l'infrastructure de sécurité de la région. C'est ce que je crois, car il n'y a pas d'autre explication rationnelle à cela. Pourquoi abandonneriez-vous vos propres compatriotes? En essayant de leur sécurité, pourquoi les trahissez-vous? Comment cela affaiblit-il la Russie si l'Arménie renonce essentiellement à sa revendication sur le Haut-Karabakh? En quoi cela a-t-il un effet négatif sur la Russie? Parce que ce qui se passe, c'est que plus l'Arménie devient faible dans le Caucase, surtout avec la perte du Haut-Karabakh, plus la position d'influence de la Russie et de l'Iran s'affaiblit également. Pendant ce temps, la position de la Turquie et de l'OTAN commence à se renforcer. Et c'est ce que nous voyons. L'OTAN et la Turquie sont en plein essor. De plus, Israël a sa main dans le pot de biscuits parce qu'ils veulent utiliser l'Azerbaïdjan contre l'Iran. Ils veulent soutenir l'irrédentisme azerbaïdjanais contre le nord de l'Iran avec le soi-disant mouvement de l'Azerbaïdjan du Sud, visant à revendiquer Tabriz comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Et ce genre de choses. Il y a donc toutes sortes d'acteurs là-bas. Mais l'idée est que si l'Arménie est affaiblie, alors essentiellement, la Russie et l'Iran verront leur influence diminuer, parce que la main de la Turquie deviendra plus forte, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi la plupart des Arméniens, en fait la majorité de la société, n'aiment pas Pachinian. Ces chiffres dans les sondages sont maintenant à des niveaux historiquement bas. Pour mettre cela en perspective, et c'est quelque chose avec lequel l'Acha peut vraiment s'identifier, l'Arménie est actuellement dans la même position que la Géorgie dans les années qui ont suivi la guerre de 2008, lorsque Saakashvili était encore au pouvoir, n'est-ce pas? Il faisait exploser des monuments soviétiques en Géorgie. Il essayait de créer une nouvelle ville à la frontière avec l'Abkhazie, toutes ces sortes d'idées folles. Et puis finalement, Bidzina Ivanishvili, je veux dire, il ne semblait pas que l'opposition géorgienne allait pouvoir se rassembler. Et puis enfin, en octobre 2011, je crois, Ivanishvili a mis son chapeau dans l'arène et il a forgé la coalition Rêve géorgien, qui à l'époque était une véritable coalition, car vous aviez tout le monde d'Alassania, qui était très pro-OTAN, aux nationalistes orthodoxes géorgiens. Ils voulaient tous s'éloigner de l'UNM. Donc ceux qu'ils pouvaient ont essentiellement décidé de se tailler un espace politique sous le camp d'Ivanishvili. Mais ensuite, ils ont fini par être laissés de côté et se sont dissipés. Mais maintenant, il a ce noyau, un noyau très solide d'ailleurs, sous la forme du GD, avec lequel il a réussi à maintenir cet équilibre sur le front de la politique étrangère. Et en fait, non seulement cela, mais plus important encore, il a réussi à développer ce noyau, parce qu'avant ils avaient ce noyau, et ils comptaient sur des personnes comme, vous savez, comme je l'ai dit, Alassania, Kidasheli, ce genre de personnes. Et maintenant, soudainement, vous avez Kobakidze, vous avez Garibashvili, vous avez ces gars, vous savez, qui ont ce genre de noyau, qui devient de plus en plus fort, en fait. Et la majorité des Géorgiens comprennent que c'est la seule voie à suivre pour poursuivre une politique pro-géorgienne. Ne pas être pro-Ouest ou pro-Est, mais pro-vous. C'est l'essentiel. Nous avons donc cette situation où dans le Caucase du Sud, comme dans de nombreux endroits sur le continent eurasiatique, nous avons des communautés multiethniques
multilingues et multireligieuses qui vivent sur des parcelles de terre relativement petites, les unes à côté des autres. Les conflits que nous voyons encore aujourd'hui, Azerbaïdjan, Arménie, Haut-Karabakh, en Géorgie, avec l'Abkhazie et l'Ossétie, étaient-ils moins prononcés à l'époque soviétique? Le fait même de la souveraineté étatique a-t-il rendu cela plus intense? Ou cela a-t-il toujours existé? Et nous n'en lisons pas beaucoup dans les manuels scolaires. Eh bien, l'histoire classique est que la délimitation des frontières sous l'Union soviétique, en particulier la politique régionale de Staline, se déroule. Cela a commencé à se manifester après l'effondrement de l'Union soviétique, avec toutes les régions séparatistes qui ont éclaté et se sont transformées en ces points chauds. Mais vous savez, comme Pietro l'a souligné, nous avons vécu avec les Abkhazes et les Ossètes du Sud pendant des centaines d'années. Ils font partie du territoire géorgien, proprement dit. Culturellement, nous avons toujours été sur la même longueur d'onde et proches. Mais vous savez, c'est spécifiquement, je dirais, un territoire politiquement motivé, des mouvements séparatistes politiquement motivés, qui ont commencé à la fin des années 80 et ont vraiment commencé à éclater au début des années 90. Et puis, vous savez, le nationalisme géorgien sous Gamsakhurdia n'a pas aidé. Bien sûr, les choses auraient pu être mieux gérées, mais c'était une combinaison d'échecs diplomatiques, d'échecs de communication, si vous voulez, et puis la main de la Russie là-dedans. Je pense que c'est indéniable. Plus important encore, en ce qui concerne les relations de la Géorgie et de la région avec l'Occident, je pense que la Russie, depuis le premier jour, craignait que ces régions ne soient utilisées pour affaiblir davantage ce qui est apparu après l'effondrement de l'Union soviétique, c'est-à-dire la Fédération de Russie. Je pense que la guerre en Tchétchénie a également un lien avec cela. Poutine ne voulait pas seulement Eltsine, Poutine, nous nous souvenons tous. Tout d'abord, cet argument selon lequel la Russie est plus faible maintenant parce qu'elle est occupée avec l'Ukraine, ou que les républiques d'Asie centrale, oui, bien sûr. Relativement parlant, les républiques d'Asie centrale se portent bien, beaucoup mieux. L'ère de la soumission soviétique est terminée. Mais ne vous y trompez pas, la Russie reviendra si elle le doit. Tout comme vous savez, quelqu'un disait, vous savez, voilà l'Arménie. Vous savez, maintenant l'Arménie va être en quelque sorte arrachée par l'Occident. C'est un peu la même rhétorique que nous voyons, parce que la Russie est trop distraite en Ukraine, et c'était une guerre insensée, et les jeux de pouvoir régionaux de la Russie ont été réduits, les options. Rien n'est plus éloigné de la vérité. La Russie est beaucoup plus puissante maintenant. Je reviens toujours aux guerres tchétchènes brutales des années 90. La Russie a réussi à subjuguer cette région même quand elle était à terre, ou du moins c'est ce que pense l'Occident. Vous savez, et même avec certains des projets géopolitiques, géoéconomiques que Shevardnadze a réussi à mettre en œuvre très habilement avec l'Azerbaïdjan, la Russie a acquiescé au BTC et vous savez, à tous ces pipelines pivots clés, vous savez, pipelines de connectivité. Mais ça ne s'est pas vraiment produit. Détruire la Russie. Ils n'ont pas vraiment, vous savez, transformé la Russie en une sorte de puissance de second rang dans la région. La Russie est ce qu'elle a toujours été. Elle ira très loin pour s'assurer qu'aucune structure de sécurité ou bloc n'entre dans le ventre mou, si vous voulez, du Caucase du Sud. Et puis de la mer de Barents jusqu'à la mer Caspienne, aucune alliance militaire occidentale, historiquement parlant, n'entre en jeu ou ne s'approche de la frontière russe. L'Ukraine en est un exemple classique. Et donc, vous savez, je pense que l'argument ou le fait de peindre le tableau que la Russie est faible est insensé. Vous ne pouvez pas, j'espère que Pachinian ne succombe pas à ce mythe. Il est trop intelligent pour cela. C'est juste quelque chose pour montrer, vous savez, qu'ils sont toujours dans l'OTSC, n'est-ce pas?
this is just something to show, they're still in the CSTO, correct? Yeah, no, they are still in the CSTO. One thing. Oui, non, ils le sont. Ils sont toujours dans l'OTSC. Une chose que je veux juste ajouter à ce sujet, c'est que la région du Caucase est intrinsèquement liée à l'architecture de sécurité de la Russie. Je veux dire, tout d'abord, il faut penser, que cela nous plaise ou non. Parce que je veux dire, eh bien, tout d'abord, regardez, qu'est-ce que la Russie, principalement? C'est principalement une terre plate. C'est principalement une steppe. Donc, avoir une frontière fermement délimitée au sud dans cette région montagneuse, c'est très utile pour vous, n'est-ce pas? Et quand la Russie est arrivée pour la première fois dans le Caucase, je veux dire de manière sérieuse, on peut dire en 1801, avec l'annexion de la Géorgie orientale, Kartli-Kakheti, une fois qu'ils ont pu obtenir cette possession et qu'ils avaient la seule route, la route militaire géorgienne, qui la reliait à Kartli-Kakheti, la principale question est alors devenue comment sécuriser cette possession. Cela a donc mis la Russie dans une position où elle était presque comme, surtout quand on regarde des personnes comme Tsitsianov, qui lui-même était géorgien, l'idée était presque comme le rassemblement des terres géorgiennes sous la domination russe. Donc en fait, d'une certaine manière, cela a vraiment facilité aussi l'unification de la Géorgie à certains égards. Et c'est un autre point que je voulais ajouter, que dans l'Union soviétique, et beaucoup de gens ne comprennent pas ça en Occident, l'Union soviétique a en quelque sorte réussi à consolider celles-ci plus qu'ils ne l'étaient. Comme la Géorgie, je veux dire, surtout quand la Géorgie est entrée pour la première fois dans l'Empire russe, il y avait la principauté de Mingreli, vous aviez, vous savez, je ne sais pas, la Gourie, vous aviez ces différentes, vous savez, entités. L'Adjari faisait partie de l'Empire ottoman. Comme je l'ai dit, il y a Kartli-Kakheti. Et même avant cela, il y avait Kartli et Kakheti. Ils ont dû s'unir. Donc tout cela était un tel patchwork. Et même avec les Arméniens, vous aviez comme le Mélikat de Syunik, le Mélikat d'Artsakh ou Hamza. Vous savez, tout était tellement fragmenté. Et vraiment, la Russie, en quelque sorte, permis à ces pays tout d'abord de se consolider. Et nous voyons qu'avec le régime soviétique, ou l'administration soviétique, c'était également assez important pour les Arméniens et les Géorgiens, car cela a reconnecté l'Arménie et la Géorgie à l'Europe. L'Arménie et la Géorgie étaient des pays situés entre l'Europe du Sud et le Proche-Orient, tout au long de leur histoire. C'est un fait de géographie, n'est-ce pas? Historiquement, d'un côté, vous aviez le monde gréco-romain, et de l'autre, la Perse. Au fil du temps, cette connexion avec le monde gréco-romain a été plus ou moins perdue pour l'Arménie et la Géorgie. Cependant, la Russie a rapproché l'Arménie et la Géorgie de l'Europe de plusieurs manières. Donc, par exemple, quand on regarde la première République géorgienne de 1918, on pense à Noé Jordania. Et je le ressens vraiment, oui. Ils ont reçu leur éducation, pour ainsi dire, à Varsovie, en Pologne. Et la Pologne, à l'époque, faisait partie de l'Empire russe. Donc parce que la Russie avait cette connexion avec l'Europe, cela a permis aux Géorgiens et aux Arméniens, surtout quand on regarde le 19e siècle, avec la montée des mouvements nationaux, des idéologies nationales, mais aussi du socialisme, du libéralisme, ces différentes idées qui arrivaient, les idées des Lumières, que sous de nombreux aspects, la Russie a fourni la fenêtre sur l'Europe pour les Arméniens et les Géorgiens. Vous savez, on pourrait même soutenir qu'avant cela, la Géorgie, en termes idéalistes, en quelque sorte métaphysiques si vous voulez, a toujours voulu devenir, même depuis l'époque de la Grèce antique, une partie de l'Occident. Mais rapidement ici, je voulais juste dire dans quelle mesure, je veux dire, la Géorgie a toujours été essentiellement considérée par l'Empire russe comme quoi? Comme un espace géopolitique contre, disons, l'Empire ottoman. Je veux dire, Orlando Figet a un excellent livre sur la guerre de Crimée.
Et il y fait allusion, n'est-ce pas, où tout cet espace a toujours été utilisé entre l'Est et l'Ouest. Toute l'idée de Lord Palmerston de venir, il ne nous appellerait même pas Géorgiens, il dirait les peuples caucasiens, n'est-ce pas, de l'Azerbaïdjan à l'Arménie en passant par la Géorgie. Il considérait cet espace comme une plateforme, comme un tremplin pour, vous savez, affaiblir et perturber la Russie. Et au début du XXe siècle, par exemple, pendant la guerre russo-japonaise de 1905, nous savons tous que les Dashnak, les nationalistes géorgiens et les nationalistes azerbaïdjanais combattaient contre l'Empire russe, s'alignant avec le Japon lointain. Maintenant, le Japon avait ses propres calculs, mais, vous savez, c'est drôle comment l'histoire a tendance à se répéter en utilisant le Caucase du Sud, en utilisant ces trois républiques pour atteindre leurs objectifs. Car la Russie a énormément souffert après la défaite face au Japon et sa perte de prestige. Ils n'ont donc pas pu en finir. Et c'était le Japon en combinaison avec les puissances occidentales, utilisant à nouveau cet espace géopolitique, et on se demande ce que faisait la Géorgie en s'alignant avec le Japon. Mais ensuite, il y avait ces sortes de relations militaires clandestines. Je me souviens de tous les généraux japonais et de la version japonaise de l'époque des officiers de la CIA qui travaillaient avec les Géorgiens, les Arméniens et les Azerbaïdjanais pour renverser le tsar. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, l'Okhrana parvenait toujours à déchiffrer le code et à révéler ses conspirations contre l'Empire tsariste. Donc vous voyez, je n'irai pas jusqu'à ce point, mais les schémas de ce qui se passe aujourd'hui et comment le Caucase du Sud est encore considéré comme une région pour maintenir une sorte de résistance ou de révolution perpétuelle, si vous voulez. La Russie est encore utilisée. Et c'est aussi utilisé surtout, je veux dire, parce qu'il y a aussi cette connexion ou association de résistance contre la Russie avec le Caucase du Nord, avec les peuples islamiques, n'est-ce pas? Il remonte à une sorte de... Nous remontons à l'histoire de... Nous remontons à la Tchétchénie, oui. Nous remontons à la Tchétchénie, et en fait, en Occident, c'est romantisé. C'est même orientalisé, on peut dire, que le noble sauvage contre la Russie démoniaque, pour ainsi dire, when everything's expansionist. Mais c'est un vérité fort. It's Russie c'est peuple. Renanity c'est peuple conquer. Cela n'avait rien à voir avec un quelconque sentiment authentique de soutien pour les Nord-Caucasiens, les Arméniens, les Géorgiens ou les Azerbaïdjanais. L'idée était d'utiliser ces peuples et cette région contre la Russie, malheureusement. Donc oui, non. Je veux dire absolument, absolument. Quand on regarde cette histoire, et encore une fois, on peut voir pourquoi la Russie accorde tant d'attention à toute cette région. Je veux dire, c'est... Oui, oui. Et aussi l'aspect géographique, car même lorsque nous regardons toute l'histoire des affrontements entre la Russie et la Turquie, au sujet, vous savez, essentiellement de l'Arménie turque, au XIXe siècle, il y a eu plusieurs guerres menées à ce sujet. On pourrait aussi lire cela comme une sorte de moyen, encore une fois, pour la Russie de sécuriser ses possessions caucasiennes. Et le principal étant, bien sûr, Tiflis, où l'idée était essentiellement de renforcer la sécurité de la Géorgie et de renforcer la sécurité du Caucase en renforçant effectivement sa position en Arménie turque. Parce que, encore une fois, c'est un plateau, le plateau arménien. C'est une barrière naturelle. Même en remontant loin dans l'histoire, la reine Tamar l'avait compris car c'est elle qui a mis les Akarianes sur le trône. Elle a soutenu la restauration de l'Arménie Bagratuni sur le haut plateau arménien. C'était encore une fois pour aider à renforcer la sécurité de la Géorgie face à ses propres problèmes de sécurité. Donc oui. Je veux dire, dans ce sens, les trois nations du Caucase du Sud ont des difficultés extrêmes parce que les voisins des trois sont les grands, n'est-ce pas? Vous avez la Turquie, vous avez l'Iran,
vous avez la Russie, et tous se méfient les uns des autres, pour le moins. Je voudrais un peu contester sur la Russie et l'Iran, parce que la Russie et l'Iran semblent être parvenus, comme nous le savons, à un accord, n'est-ce pas? Il y a beaucoup plus de dialogue entre la Russie et l'Iran maintenant, surtout avec ce traité qui a été signé en janvier entre le président Raïssi et le président Poutine, n'est-ce pas? C'est un symbole de l'évolution des relations russo-iraniennes, de la façon dont elles ont évolué par rapport à ce qui existait auparavant. Je veux dire, nous avons, encore une fois, en remontant loin dans l'histoire, les guerres russo-persanes qui ont été menées sur ces mêmes lieux. L'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan ou la République d'Azerbaïdjan contre le nord de l'Iran, l'Azerbaïdjan iranien. Mais toute cette histoire que la Russie et l'Iran ont traversée ensemble, maintenant ils arrivent de plus en plus à un accord. Il y a plus de confiance. C'est à tel point que lorsque vous regardez le traité, la Russie met un très fort accent sur l'idée qu'elle ne soutiendra pas les mouvements séparatistes sur le territoire iranien. C'est presque comme une façon de reconnaître, vous savez quoi, nous vous avons fait du tort dans le passé en soutenant, disons, une république azerbaïdjanaise en 1946 dans vos provinces du Nord ou la république kurde de Mahabad. Et maintenant, vous savez, nous comprenons où se trouvent vos points sensibles et nous allons travailler avec vous et vous accommoder et nous défendrons également votre intégrité territoriale. Et de la même manière, l'Iran a cette obligation similaire avec la Russie. Car encore une fois, comme je l'ai mentionné plus tôt dans une autre interview, regardez ce que dit Kaja Kallas. Divisons la Russie. Divisons-la en différentes républiques, n'est-ce pas? Ce qui est vraiment une idée ridicule. Patnet est une catastrophe pour la sécurité eurasienne. Mais cette idée est encore, vous savez, très rassurante pour la Russie de la recevoir de l'Iran. L'idée que nous allons vous soutenir sur votre intégrité territoriale également, contre ce genre d'effort occidental, peut-être pour balkaniser votre pays. Quant à la Turquie, elle poursuit ses propres intérêts, mais elle est aussi membre de l'OTAN. Donc, sa capacité à être vraiment libre en termes de détermination de sa voie de politique étrangère est quelque peu discutable. Souvent, elle est alliée aux intérêts de l'OTAN. Ses intérêts riment souvent avec ceux de l'OTAN. Donc la Turquie est une force à laquelle on ne peut pas vraiment faire confiance. Comme nous l'avons vu en Syrie, comme nous l'avons vu en Artsakh, comme nous l'avons vu à maintes reprises, la Turquie, malheureusement, n'a pas été terriblement fiable. Et de votre point de vue, vous pouvez utiliser la Turquie opportuniste pour vos propres fins. Mais avec cet exercice d'équilibre, pensez-vous qu'Erdogan a bien réussi? Je pense qu'il a bien fait. Je pense qu'il ferait mieux de prendre davantage en compte, disons, les intérêts russes et iraniens. Je pense que malheureusement, encore une fois, comme je l'ai dit dans ce podcast, Erdogan, du point de vue russe, si vous êtes intelligent, vous travaillerez avec nous. Vous verrez où va le monde. Il se dirige vers un monde multipolaire. Vous savez, pourquoi feriez-vous semblant de soutenir Zelensky, n'est-ce pas? Ou vous savez, peut-être aider l'Ukraine de manière un peu sournoise, ou peut-être saper la souveraineté de la Syrie. Mais n'est-ce pas cela qui est incroyable à propos de la Turquie? Ça le fait. Elle a demandé le statut de partenaire dans les BRICS, et en fait, la Russie l'a aidé à l'obtenir. Je veux dire, d'une certaine manière, la Turquie joue sur les deux tableaux et utilise opportunément la main qu'elle juge la meilleure, ce qui n'est pas une chose agréable à faire. Ce n'est pas une chose fiable à faire, mais cela fonctionne pour la Turquie, n'est-ce pas?
En effet. Et en fait, on peut dire qu'à cet égard, la Turquie poursuit ses intérêts nationaux bien mieux que Pashinyan en Arménie. Parce que Pashinyan va ouvertement à l'encontre des intérêts nationaux. Et ce n'est pas comme si les gens en Arménie ne le voyaient pas ou ne le comprenaient pas. Ils comprennent qu'il y a une opposition à cela. Mais cela ne s'est pas encore transformé en un mouvement unifié, n'est-ce pas? Encore une fois, comme je le dis, c'est exactement comme la situation de la Géorgie. Vous savez, dans les dernières années du règne de Saakashvili, juste avant que Bidzina n'arrive. Une région, indépendamment de l'ingérence occidentale, se débrouille par elle-même. Permettez-moi de poser rapidement une question à Pietro. L'accord de Choucha et toute cette connexion du monde turc, où pensez-vous que cela va mener la Turquie et l'Azerbaïdjan? Il y a une connexion israélienne là-bas, mais je pense que c'est légèrement différent, mais principalement une sorte de lien entre l'Asie centrale, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Je pense que la Turquie a ses aspirations. Elle veut être une puissance pan-turque. Elle veut exercer son influence. Elle veut, vous savez, en quelque sorte, s'implanter en Asie centrale. Bien sûr, elle s'aligne aussi sur les intérêts occidentaux. Vous savez, quand nous voyons cette idée d'un gazoduc transcaspien vers le Turkménistan, du moins c'est ce qui est proposé. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent s'implanter en Asie centrale. Vous le voyez avec l'activité des ONG turques en Asie centrale. Mais en même temps, je pense que la capacité de la Turquie à vraiment influencer l'Asie centrale est quelque peu limitée, parce que les gouvernements d'Asie centrale, de ces pays, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Turkménistan, vous savez, ils sont beaucoup plus équilibrés que, disons, Bakou. Vous savez, ils comprennent que nous devons travailler avec la Russie et l'Iran. En fait, nous apprécions nos relations avec la Russie. Nous ne voulons pas perturber la situation. Nous sommes également entre la Russie et la Chine, donc la Chine est très importante pour nous. Nous ne pouvons pas vraiment nous séparer de ces pays. Et vous savez, nous ne sommes pas le genre de pays hyper nationaliste, surtout quand vous regardez un pays comme par exemple l'Ouzbékistan, qui est très multiethnique. Et donc, je pense qu'à la fin de la journée, cette stratégie n'ira pas très loin pour cette idée de créer ce genre de ceinture pan-turque. De plus, la Russie et l'Iran, comme nous le voyons avec leur accord, ont clairement indiqué qu'ils ne toléreront pas ce genre d'idées. Et surtout, quand on regarde la position iranienne sur Syunik, Zangezur, cette région du sud de l'Arménie, et aussi, vous savez, la position de la Russie, qui est essentiellement la même que celle de l'Iran, bien qu'ils soient moins vocaux à ce sujet. Mais ils ont clairement indiqué qu'ils n'allaient pas permettre, vous savez, à l'Azerbaïdjan de simplement, vous savez, s'emparer de cette région. Donc oui, la Turquie a cette aspiration, mais je pense qu'elle découvrira qu'elle est limitée dans sa capacité à le faire. Et en plus, il faut aussi penser que pour la Turquie elle-même, elle est surmenée. Donc oui, ils ont l'aspiration d'aller jusqu'en Asie centrale. Mais regardez, ils viennent de fragmenter un État au sud. Et maintenant, ils doivent reconstruire la Syrie. C'est leur problème maintenant. C'est leur affaire maintenant tout d'un coup. De plus, ils se remettent encore du tremblement de terre. En outre, comme je l'ai dit plus tôt dans ce podcast, 25 à 30% de leur population est kurde. Donc ils ont de gros problèmes. Et ils ont des problèmes économiques. Ce n'est pas comme si tout était parfait pour la Turquie. Donc l'idée que... Et en fait, c'est vraiment fou. Parce que si vous pensez qu'ils peuvent, s'ils ont cette vision de se tailler un empire en Asie centrale, post-soviétique, au milieu de tous les autres problèmes qu'ils ont, c'est un cas classique de priorité mal placée, n'est-ce pas? Je veux dire, si vous êtes un Turc, je pense que c'est plus de la rhétorique qu'une politique pragmatique. Je pense qu'Erdogan le comprend très bien. Et évidemment, la Russie et la Turquie s'équilibreront constamment l'une contre l'autre.
Alors Pascal, Pascal? I want to ask you a question, but it's kind of unfair because I want to ask you about Je veux vous poser une question, mais c'est un peu injuste parce que je veux vous interroger sur l'Azerbaïdjan et nous n'avons pas de collègues d'Azerbaïdjan pour intervenir. Mais ai-je raison de penser que le joker des trois nations du Caucase est l'Azerbaïdjan? Parce que, d'une part, il semble avoir des aspirations territoriales plus grandes, peut-être au détriment de l'Arménie. D'autre part, comme vous l'avez dit, même en Iran, il y a certaines revendications que l'Azerbaïdjan a, et celles-ci peuvent être alimentées. Non seulement l'Iran et l'Arménie. Je veux dire, les revendications de l'Azerbaïdjan sont telles, et nous parlons d'ailleurs. Donc oui, quand vous regardez les trois pays caucasiens, vous pouvez voir un irrédentisme qui émerge de certains secteurs de la société. N'est-ce pas? Vous voyez certaines personnes en Géorgie qui se réfèrent à la carte de la Géorgie de la reine Tamar, la Grande Géorgie. Les Arméniens regardent Tigran le Grand, ou ils regardent l'Arménie occidentale, et ce genre de choses. Mais ceux-ci ne sont pas formulés comme des revendications officielles sur les territoires des États voisins. La grande différence avec l'Azerbaïdjan est qu'ils font réellement des revendications sur les États voisins. Ils prétendent, vous savez, Aliyev parle de l'Azerbaïdjan occidental. Il parle en réalité de l'ensemble de la République d'Arménie, qui serait selon lui sa vision, la République d'Arménie entière, dépouillée de ses Arméniens. Et aussi la revendication de l'ensemble du nord de l'Iran, qui serait appelé Azerbaïdjan méridional. C'est ainsi qu'ils appellent l'Azerbaïdjan méridional. Et même maintenant, vous entendez récemment dans les médias azerbaïdjanais des revendications sur des parties du sud du Daghestan. Vous savez, la ville de Derbent comme Azerbaïdjan septentrional. C'est pourquoi c'est vraiment l'élément imprévisible, car l'Arménie et la Géorgie n'ont pas ce genre de dessin irrédentiste sur les États voisins. Même lorsque nous examinons le cas du Haut-Karabakh, il s'agissait de l'autodétermination des Arméniens du Karabakh que l'Arménie soutenait. L'Arménie n'était pas dans ce conflit au Haut-Karabakh, ni ne soutenait les Arméniens du Karabakh pour prendre du territoire à l'Azerbaïdjan. Ce que nous voyons de Bakou maintenant ressemble presque à quelque chose que nous verrions, disons, du Japon impérial. Nous voulons ce territoire. Nous voulons ce territoire. Et nous avons une grande armée. Alors, qui va nous arrêter? Nous devrions simplement entrer et prendre tout ce que nous voulons. Je veux dire, quand nous parlons de l'élément imprévisible, c'est vraiment l'élément imprévisible. Lasha, comment interprétez-vous votre voisin de l'Est? eh bien, les politiques régionales de la Géorgie ont toujours été, vous savez, pas de guerre avec les voisins, neutralité. Fondamentalement, le conflit de la Géorgie, les problèmes de la Géorgie ont toujours été à l'intérieur de la Géorgie proprement dite en Ossétie du Sud, en Abkhazie, malheureusement. Ce à quoi Pietro vient de faire allusion, vous savez, ce sont certaines des erreurs qui se sont produites en Géorgie. Les améliorations de ces erreurs sont que maintenant, vous savez, créer une sorte d'Abkhazie souveraine ou d'Ossétie du Sud souveraine à l'intérieur du territoire géorgien, à l'intérieur de la Géorgie proprement dite. Je pense que ce serait la voie à suivre pour maximiser les chances de futures négociations. Et je pense, Pietro, également en ce qui concerne le Haut-Karabakh, je pense que vous y avez fait allusion, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, cela revient à permettre une sorte de statut autonome. Mais vous savez, je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience que ces conflits séparatistes existent et peuvent être attisés à tout moment. La Russie est toujours là, mais la seule façon de les atténuer ou de s'y opposer est de déterminer en interne comment nous voulons gérer les mouvements séparatistes dans le pays, vous savez, au sein de la Géorgie proprement dite.
et de trouver comment, au lieu de cette approche nationaliste irrédentiste, trouver un moyen de les réincorporer à la fois socio-psychologiquement et géopolitiquement, et de travailler avec eux. Parce que je pense qu'en fin de compte, c'est insensé. Je ne pense pas que ce soit un conflit ethnique. Ce n'est pas la haine que nous avons vue dans d'autres parties du monde d'une nation contre une autre minorité ethnique, ou vous savez, contre une autre. Je crois fermement que c'est très motivé politiquement et peut être résolu politiquement. Sauf que dans le cas de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, cela a été résolu par la force. Je veux aussi ajouter autre chose, c'est que la Géorgie n'avait pas la position pour faire cela avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Et même si elle l'avait fait, je voudrais... Une chose que je veux juste dire à propos de tout cela, c'est que lorsque nous parlons de ces conflits, Nagorno-Karabakh, Abkhazie, Ossétie du Sud, nous devons également considérer l'agence des personnes qui y vivent. Parce que s'ils se sentent discriminés ou s'ils ont l'impression que le gouvernement central est chauvin envers eux, ils vont avoir des problèmes. C'est pourquoi l'approche, surtout quand on regarde Ivanishvili, d'avoir un dialogue avec ces personnes, notamment dans le cas de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, est incroyablement importante. Vous savez, comprendre que vous avez une agence, que nous ne vous voyons pas simplement comme des agents russes, que nous avons besoin de vous. Nous comprenons que vous avez des préoccupations. Extrêmement important, pour le dire légèrement, et que nous devrions avoir un dialogue à ce sujet. Dans le cas de l'Azerbaïdjan, malheureusement, cette politique n'a pas été poursuivie. Maintenant, le grand problème là-bas est que les Arméniens et les Azerbaïdjanais, en tant que peuple, vraiment, et je peux vous le dire par expérience, peuvent certainement s'entendre. Leurs cultures sont très proches. Sur un plan personnel, il n'y a pas de véritable problème entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais. Ils peuvent discuter tout à fait normalement et interagir normalement les uns avec les autres. Le plus gros problème est lorsque vous avez un gouvernement comme celui de Bakou avec Aliyev, où il promeut constamment la haine contre les Arméniens dans sa société, pour inciter les gens à détester les Arméniens. Cela a même atteint un point où il y avait une jeune femme qui participait à ce forum de dialogue avec des Arméniens. Elle était azerbaïdjanaise. Et elle disait, comment vous savez, en Azerbaïdjan, à cause de la propagande, nous détestions tellement que j'ai même commencé à me détester moi-même. Vous savez, je détestais tellement les Arméniens que j'ai même commencé à me détester moi-même. Donc, ce genre de haine, le niveau de haine ethnique qu'Aliyev promeut contre les Arméniens, est vraiment, vraiment dangereux et déstabilisant pour la région. Il n'y a pas de solution. Donc, en ce moment, nous pouvons dire que de leur point de vue, ils pensent que la force brute a résolu le problème. Mais à long terme, je ne pense pas que l'utilisation de la force brute ou le parrainage du nationalisme chauviniste soit une solution à l'un de ces problèmes dans la région. Parce que, encore une fois, ils doivent être traités avec beaucoup de sensibilité. Et Vidzina comprend cela en Géorgie. Vous ne pouvez pas suivre cette ligne de Gamsakrodia, de la Géorgie pour les Géorgiens et ainsi de suite. Cela ne finit jamais bien. Et aussi, même pour la Géorgie, en dehors de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, regardez la guerre civile en Géorgie dans les années 90. Je veux dire, la Géorgie a une histoire douloureuse à l'ère post-soviétique. Et donc, il faut être très sensible en général lorsque vous traitez ces questions. Vous ne pouvez pas promouvoir l'irrédentisme territorial contre vos voisins. Vous ne pouvez pas promouvoir le chauvinisme ethnique. Vous devez trouver des moyens de vivre avec vos voisins. Vous devez dire, vous savez, Arméniens et Azerbaïdjanais, nous sommes ici ensemble depuis des siècles et nous pouvons certainement nous entendre.
We can certainly get along. But the problem is that dialogue between the society. Mais le problème est que le dialogue entre les sociétés, qui est si nécessaire pour la paix, est perturbé lorsque vous avez un gouvernement qui dit constamment « nous voulons vous anéantir, nous voulons vous expulser, que vous êtes terrible », ce genre de choses. Quand vous parlez des gens, que vous dites que ces gens sont des monstres ou autres, alors c'est un problème. Quand vous avez Aliyev, ce qu'il fait, c'est qu'il va, par exemple, à Nakhichevan, qui est une enclave à la frontière avec l'Iran, et il envoie l'armée là-bas avec des masses pour détruire un cimetière arménien médiéval, pour prendre essentiellement des masses et réduire en poussière ces monuments médiévaux, ces khachkars, ces croix de pierre arméniennes. These khachkars, these Armenian stone crosses to dust. Right? It reminds me of the quote of Heine. Cela me rappelle la citation de Heine. Vous savez, là où l'on brûle des livres, on finit par brûler des hommes. Et d'ailleurs, il y avait un auteur azerbaïdjanais qui essayait en fait d'appeler à la paix avec les Arméniens. Et ses livres ont été brûlés à Bakou. Donc ce niveau de haine ethnique, je veux dire, ce n'est même pas quelque chose qui est artificiellement promu par ce gouvernement pour des raisons politiques. Mais cela ne va en aucun cas être une force stabilisatrice pour la région. Cela ne va que promouvoir l'instabilité et ne va créer plus de problèmes pour tout le monde, je pense. Nous approchons de la marque d'une heure. Et j'aimerais demander à chacun de vous, en 1 minute, quels sont les prochains événements au calendrier ou les développements que vous attendez qui auront un impact sur la région. Peut-être cette fois, Lasha d'abord, et ensuite Pietro pour le dernier mot. Eh bien, il est toujours difficile de prédire ces choses, mais je dirais que la Géorgie continuera dans la même direction en termes de politique régionale. La stabilité est extrêmement importante. Je pense que la Géorgie devra maintenir sa position duale. Son orientation pro-occidentale est inscrite dans sa constitution. Vous ne pouvez pas simplement vous en écarter, mais il faut prioriser la sécurité. Il faudra prioriser les projets géoéconomiques, faire de l'argent, en gros, et il faut survivre face à la Russie. Il faut prendre soin de ses propres vulnérabilités. La politique, comme avant, n'est tout simplement pas durable pour la Géorgie. Donc il faut trouver un terrain d'entente avec Moscou, même si beaucoup de gens détestent cette possibilité, car c'est la seule option pour survivre en tant qu'État. Si quelqu'un pense que la Russie ne réenvahira pas la Géorgie ou n'utilisera pas les troupes déjà présentes pour diviser complètement ce pays, il se trompe lourdement. Et sous-estimer ce que Pachinian, je pense, fait, j'espère qu'il ne le fait pas, mais vous savez que tout d'un coup maintenant, la Russie, vous savez, l'Occident vient à son secours. C'est un autre type de schéma de retour ou de mise en place d'un autre piège. Et je pense que le peuple arménien et Pachinian sont trop intelligents pour tomber dans ce piège. Mais géopolitiquement parlant, encore une fois, ce serait un suicide si quelqu'un pense que la Russie hésitera à envahir ou, vous savez, à arrêter ce processus, vous savez, en utilisant son armée, juste parce qu'elle est occupée en Ukraine, sans parler du fait qu'elle a déjà gagné en Ukraine. Et puis avec Trump, maintenant, il divise essentiellement le monde. Il semble que même l'Union européenne ne soit pas à la table des négociations. Mais oui, donc pour la région, je pense que pour la Géorgie, je les encouragerai à continuer la politique de stabilité et de pragmatisme envers la Russie, tout en maintenant, en quelque sorte philosophiquement, si vous voulez, une perspective à long terme qui est pro-occidentale. Et je pense que cette double politique est tout à fait possible, sans choisir l'un ou l'autre, ou se détruire dans le processus. Pietro, quels sont, selon vous, les enjeux les plus impactants qui pourraient émerger ou figurer à l'agenda et affecter la région dans les mois et années à venir?
Eh bien, je pense que le grand enjeu, je veux dire si nous regardons l'Arménie, ce sont les élections de 2026 en Arménie, où ce sera essentiellement un référendum sur Pachinian. Et il faut aussi penser qu'à présent, nous voyons des changements géopolitiques majeurs se produire entre Moscou et Washington. Nous voyons également les Européens, comme je le dis, les eurocrates, un peu laissés pour compte. De plus, l'aide des ONG disparaît. Nous voyons, surtout avec l'USAID et toutes ces organisations, ce que j'appelle les ONG-niques en Arménie, qui mendient essentiellement des dons pour soutenir leur point de vente. Cela va certainement avoir un impact sur Pachinian, et cela a déjà un impact, je peux le dire. Mais l'autre chose est, en général, je dirais que ce n'est pas nécessairement, je veux un peu modifier légèrement quelque chose que Lasha a dit, à savoir qu'il ne devrait pas s'agir nécessairement de survivre contre la Russie, mais de survivre avec la Russie. Car la Russie va être votre voisin. La Russie sera toujours là. Et non seulement cela, nous pouvons aussi dire pour l'Arménie et la Géorgie, culturellement et historiquement, qu'elles ont énormément bénéficié de leur association avec la Russie. Je veux dire, pensez non seulement à la connexion avec l'Europe, mais pensez à l'exposition à la grande littérature russe. Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov, Pouchkine, tous ces écrivains, Lermontov, c'est tout un héritage d'être connecté avec la Russie. La connexion entre les mouvements révolutionnaires géorgiens et arméniens et le mouvement révolutionnaire démocratique russe au XIXe siècle fait partie de cette histoire très interconnectée entre ces pays. Donc je pense que ce n'est pas une question de, disons, la Russie contre l'Occident ou le moindre deux mots. En fait, c'est très bénéfique. De plus, il faut considérer ceci. Lorsque nous regardons l'époque soviétique, l'Arménie et la Géorgie sont de petits pays et elles ont gagné plus de visibilité en étant associées à la Russie. Prenons l'industrie cinématographique géorgienne, par exemple. Vous avez le film de Tengiz Abuladze, Repentir, un film géorgien très célèbre et magnifique. Il a été commercialisé en Occident comme un film russe, mais il a obtenu plus de visibilité. Les gens ont appris à mieux connaître la Géorgie. Où se trouve ce pays? Ils n'en savaient rien auparavant. On peut en dire autant du cinéma arménien. Le cinéma arménien et géorgien ont été propulsés à la renommée internationale grâce à l'influence de l'URSS. Il y a tellement de connexions positives avec la Russie. La Russie amplifie en fait ces pays. Elle améliore ces pays, n'est-ce pas? Et franchement, l'Arménie et la Géorgie améliorent la Russie. Si vous allez à Saint-Pétersbourg et vous promenez dans la ville, vous verrez des restaurants géorgiens partout. Saint-Pétersbourg ne serait pas la même sans tous ces merveilleux restaurants géorgiens et arméniens. Je souhaite que le multiculturalisme et le soft power puissent résoudre tous nos problèmes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense que Pietro sera d'accord avec moi pour dire que, vous savez, équilibrer, revenir à la géopolitique, revenir à la realpolitik est la façon de se sauver. Mais si le Khinkali pouvait créer la paix entre la Russie et la Géorgie, nous serions les meilleurs amis du monde. Et bien que culturellement parlant, bien sûr, tout comme avec l'Arménie ou l'Azerbaïdjan ou la Russie, nous nous sommes tous bien entendus, je pense à la laideur de notre pouvoir. Et c'est là que survient toute cette question de survie en tant qu'État, je pense. Parce que la Géorgie, ce que la Géorgie a fait au début des années 90, c'est qu'elle a vécu dans ce pays imaginaire idéaliste. Et cela a été très préjudiciable pour elle. Mais c'est le cas. Et je pense que les Arméniens devraient en général tirer des leçons de ce qui s'est passé en Géorgie. Le peuple arménien, franchement, aurait dû apprendre en observant les événements en Géorgie. Il devrait déjà savoir quel est le meilleur chemin à suivre. Donc maintenant, si avant, disons, Bidzina, prenait des indices de Serge en Arménie, maintenant les Arméniens vont devoir prendre des indices de Bidzina. C'est comme ça que ça fonctionne.
C'est le cercle de caisse de choc caucasien, on peut dire. That's what This we're is the doing. Caucasian shock circle, we can say. That's also a classic for the whole. Mais c'est aussi un classique pour tout le continent eurasien. Je veux dire, les Suisses et les Autrichiens prennent constamment des idées l'un de l'autre. Les Suisses ont été neutralisés à Vienne. Et puis 150 ans plus tard, les Autrichiens ont dit « D'accord, nous allons adopter la neutralité comme la Suisse. Nous jouons constamment avec des idées et des concepts de l'un à l'autre. Donc, la meilleure chose que nous puissions faire est d'apprendre de nos voisins et ensuite l'adapter à nos situations. Adapt it to our situations. Seems to me that the only Il me semble que c'est l'Occident collectif qui n'a pas su tirer les leçons de ce que la géopolitique du Caucase du Sud et des régions environnantes autour du cœur de l'Eurasie peut offrir. Mais vous savez, nous verrons. Le temps nous le dira. And also a lack of sensitivity toward the history. Et aussi un manque de sensibilité envers l'histoire, envers les traditions, envers la culture. Cela se voit très clairement. Je veux dire, nous regardons, par exemple, une von der Leyen ou un Borrell ou n'importe lequel de ces gens, leur attitude envers, vous savez, la culture traditionnelle de l'Arménie et de la Géorgie, la place de l'Église arménienne, de l'Église géorgienne. Je veux dire, il y a juste une insensibilité à ce passé, vous savez. Absolument. Sensitivity to this past, you know, absolutely. Okay. D'accord. Plus de sensibilité peut m'être nécessaire pour pouvoir se naviguer dans cette situation. And more dialogue, more dialogue. Et plus de dialogue, plus de dialogue, plus de dialogue. Absolument. Comme je l'ai dit, ce n'est pas impossible pour, disons, les Arméniens et les Géorgiens. Je veux dire, eh bien, les Arméniens et les Géorgiens ont en fait de très bonnes relations en ce moment. Mais vous savez, disons entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais, le dialogue entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais est certainement la meilleure voie à suivre. Le dialogue est important. C'est la meilleure option. Is the best option. And I love dialogue. Et j'aime le dialogue, c'est pourquoi nous le referons. Et je voudrais remercier mes collègues Lasha Kasradze aux États-Unis et Pietro Shakarian en Russie. Merci beaucoup. Thank you very much. C'était un plaisir de parler avec vous deux. C'était agréable de vous rencontrer. Nice. Ravi de vous rencontrer aussi, Didi Madla. Merveilleux, au revoir. Merci. Thank you. Bye-bye.